Bonjour, alors dans cette vidéo, vous allez découvrir comment vous pouvez vous débarrasser d'une timidité excessive ou appelée aussi phobie sociale. Vous souffrez en fait d'anxiété pour aller parler en public, pour aller aborder cette fille ou ce garçon. Quand vous êtes en formation et c'est à vous de prendre la parole, cela vous gêne terriblement. Nous allons voir comment vous pouvez améliorer cela avec une vidéo un petit peu spéciale car nous accueillons Quentin Haguet, comme il se décrit, ex-phobique social. Bonjour Quentin. Bonjour Emmanuel. Alors Quentin, est-ce que tu peux te décrire qui tu es, qu'est-ce que tu fais actuellement? Bien sûr, alors je m'appelle Quentin Haguet, j'ai 23 ans, que j'ai eu il y a tout juste 2 semaines d'ailleurs, et je suis en licence, donc en IAE à la fac. Alors pour ceux qui ne savent pas exactement ce que c'est un IAE, c'est grosso modo c'est l'équivalent d'une école de commerce à la fac. D'accord. Et donc brièvement, tu m'as dit aussi que tu es web marketeur en même temps. Tu vends Voilà, c'est ça. des produits en ligne enfin, pour aider les étudiants. Voilà, alors j'ai commencé comme ça, j'ai créé un premier blog qui payait pas de mine au début, donc c'était pour aider les étudiants de ma classe. J'avais D'accord. fait un BTS auparavant, donc ça s'appelle un BTS assistant manager. Hmm. Et voilà, je vendais des fiches de révision dessus. Puis petit à petit, ce premier blog, il a pris de l'ampleur, puisque voilà, il remontait dans les résultats de Google. Et puis finalement, j'étais petit à petit tous les étudiants de ce BTS de France. Donc c'est comme ça que j'ai commencé avec mon premier blog. Oui. Donc génial. Donc j'imagine que tu as dû aussi te filmer, c'est-à-dire faire des vidéos, Tout à fait. être face caméra, ce qui est quand même assez puissant, assez fort pour un phobique social, pour un ex-phobique social. Oui, c'est sûr. Alors au début, c'est vrai que j'avais énormément de mal. Comme vous pouvez le voir au départ, je filmais pas ma tête parce que bah, justement j'en avais peur. Et petit à petit, bah, une fois que j'ai pu me libérer de ma phobie sociale, bah là forcément j'ai redécouvert la vie. Et puis là, j'ai pas hésité à me filmer face caméra, même si au début il y a toujours un petit peu d'appréhension. Après, elle disparaît petit à petit et ça devient finalement presque totalement naturel. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'avant, avant quand tu étais phobique social, et puis l'après? Comment la phobie sociale a commencé? Comment elle t'a handicapé? Est-ce que tu peux nous décrire Oui, un bien petit peu sûr. tout ça? Bien sûr, alors je pense que ma phobie sociale a commencé à partir de mon entrée au collège. Alors avant, j'étais quelqu'un vraiment de très extraverti, hein. Comme c'était en primaire, j'étais pas peut-être pas le pitre de la classe, mais voilà, j'aimais bien me faire remarquer. Et au collège, petit à petit, j'ai commencé à avoir des premiers complexes. J'ai commencé à avoir des premières déceptions amoureuses, etc. Bon, je me sentais pas très bien dans ma peau. Et puis, de fil en aiguille, en fait, j'étais très anxieux, vraiment très anxieux. Et je ne parle pas de l'anxiété qu'on ressent avant un contrôle de maths. Je parle de l'anxiété, vous savez, quand vous vous levez et que vous avez la boule dans la poitrine, vous avez l'impression que vous allez faire une crise cardiaque à tout moment de la journée, les mains sèches, etc. Vous ne vous sentez pas bien, vous avez des idées noires. Et ça s'est accentué d'année en année. J'ai commencé à sécher les cours, donc ça, en fait, avec du recul, maintenant, je peux dire que c'était les premiers évitements, les premiers signes d'évitement de ma phobie sociale. Au départ, je séchais 1 heure par semaine, ensuite c'était 2 heures par semaine, c'était un jour. Et puis à la fin de l'année, je me retrouvais avec 2 mois d'absence. Et là, les professeurs comprenaient pas, puisque je commençais l'année avec des bonnes notes en général. Et puis d'un coup, bah, je chutais. Mes notes chutaient, mes absences, elles grimpaient. Et voilà, à chaque fin d'année, mais j'étais à 2 doigts de me faire renvoyer presque de l'école. Et c'était comme ça tous les ans, tous les ans, tous les ans. Et puis je me suis dit, il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose de pas normal. Et bon, moi, en fait, je voulais pas en parler à mes parents. Et ça, je pense que vous vous reconnaissez aussi dedans, si vous êtes phobique social, vous détestez en parler aux autres, même à vos proches, vous n'y arrivez pas. Ben, moi, c'était mon cas. Et du coup, j'ai pris rendez-vous en cachette avec un médecin, également avec une psychologue. Et ben, au final, ça m'a avancé à rien, ça m'a juste fait perdre mes petites économies d'étudiant. Ça m'a D'accord. avancé à rien du tout. Hmm. Puis un jour, bon, j'ai quand même réussi. Oui, vas-y, Emmanuel. Oui, oui, je voulais dire qu'on allait vraiment aborder un petit peu la méthode un petit peu plus tard, comment Oui, toi, tu as réussi à t'en sortir oui, et oui. les étapes difficiles hein, Mhm. qu'étaient pour s'en sortir de cette phobie sociale. Et après, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a l'avant, alors il y a Oui. le Quentin qui ose pas sortir de chez lui, qui va de Mhm. moins en moins à l'école, à la fac, mais qui réussit quand même.
Alors ça, c'est beaucoup de chance aussi, sûrement un bon bagage intellectuel aussi. Et puis après, il y a le Quentin maintenant qui fait des vidéos sur YouTube, qui a une chaîne YouTube, qui vend des produits en ligne, donc qui doit se montrer. Comment il est le Quentin maintenant alors? Alors maintenant, le Quentin de maintenant, il a rien à voir avec le Quentin d'avant. Quand je vous dis rien à voir, c'est vraiment ça, rien à voir. Maintenant, j'hésite plus. Maintenant, je peux retourner faire des magasins dans un centre commercial un samedi après-midi, ça me pose presque plus de problème. Je peux ressortir avec mes amis le soir dans des bars, etc. Il n'y a plus de problème non plus. Je peux ressortir tout bêtement dans la rue, faire des courses, marcher dans la rue sans avoir peur du regard des autres. Enfin voilà, il y a quand même énormément de changements par rapport à avant. Et voilà, ma personnalité extravertie, maintenant, bah, je peux pleinement m'en servir. Et la preuve, c'est que j'arrive même à me filmer devant une caméra, à parler devant une caméra sans être gêné, sans avoir des bouffées de chaleur, les mains moites, la gorge nouée. Donc ça, vraiment, c'est un énorme changement par rapport à D'accord. Et pour aborder une fille, c'était comment avant? avant. J'en abordais pas, T'en tout abordais simplement. pas. Ah non, j'en abordais pas. Non, 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 j'avais des énormes blocages. Je sais pas, tout simplement. Ouais, ouais, c'était la catastrophe. En fait, je les ignorais, en fait. Comme ça, pour moi, je faisais comme si elles n'existaient pas. Comme ça, au moins, elles risquaient pas de me parler. J'étais tranquille. Je la laissais tranquille de son côté. Et puis voilà, j'avais rien à me reprocher. C'est comme ça que je fonctionnais. Et maintenant, alors, Et maintenant, eh ben, écoute, j'ai une copine. Donc, génial. forcément, ouais, c'est forcément que bah, voilà, j'ai dû faire le premier pas. Ça m'a posé. Alors bon, je dis pas que c'est facile, hein. Enfin, c'est pas facile quand même. Mais voilà, j'ai réussi à le faire et mince, voilà, tout se passe pour le mieux pour l'instant. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi dans cette phobie sociale? Le plus difficile, c'était de ne pas pouvoir sortir de chez moi et surtout de voir petit à petit que j'étais en train de perdre mes amis. Parce qu'en fait, c'est quelque chose de naturel. En fait, moins on voit ses amis et au fur et à mesure, au fil du temps, et ben, moins ils nous appellent, moins ils nous proposent de sortir avec eux, etc. Parce qu'ils savent qu'on sort jamais. Petit à petit, bah, j'étais de plus en plus seul. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui a été très dur parce que, comme je vous l'ai dit, moi, je suis plutôt quelqu'un d'extraverti. J'aime parler avec les gens, j'aime rencontrer de nouvelles personnes, etc. J'aime m'amuser. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a été difficile. D'accord. Et qu'est-ce qui a maintenant changé réellement pour toi? Bah, comme je te l'ai dit, tout en fait, c'est vraiment la vie en général. Maintenant, quand je me réveille le matin, je ne suis plus anxieux. Quand je me promène dans la rue, je n'ai plus peur du regard des autres. Quand je veux faire des magasins, tel jour de la journée, je suis plus obligé de me dire, ouais, il faut que j'y aille à 9 heures du matin quand il n'y a personne, un mardi, parce que sinon, ça va être l'enfer. Je peux y aller quand je veux. Maintenant, je peux refaire du sport dans une salle de sport sans avoir peur voilà, du regard des autres, que tout le monde Parce que m'observe. c'était Enfin, comment, pardon, je t'ai interrompu, c'était comment dis-moi. dans la salle de sport? Décris-moi un petit peu Ah quand tu allais bah, dans la salle de sport avant. Bah écoute, la salle de sport, après, c'est comme dans tous les lieux en public ou dès qu'on sort dans la rue, c'est que j'avais peur du regard des autres. J'avais l'impression que tout le monde me regardait, se moquait de moi. J'étais pas du tout à l'aise. Et voilà, c'était la catastrophe. Mais ça, c'était pas propre à la salle de sport. C'était vraiment, c'est dans tous les lieux publics. Et pourquoi alors les gens se seraient moqués de toi, par exemple? Qu'est-ce que tu pensais? Alors ça, c'est les fameuses pensées. Et ben, c'était, regarde, peut-être qu'il est mal habillé. Regarde, je sais pas comment il marche. Regarde sa coupe de cheveux. Enfin, c'est tout ce qui touchait un petit peu au physique. Et même quand on parle, après, au fur et à mesure, ça prend des proportions. Même quand on parle, après, on n'ose même plus dire ce qu'on pense, de peur que les autres se moquent, en fait. Donc c'est après, la phobie sociale, elle tend à se généraliser. Et c'est à partir de ce moment-là que vraiment ça devient difficile. D'accord, j'avais vu une vidéo qui était sympa sur un phobique social et il marchait dans la rue et il avait l'impression en fait qu'il y avait plein de caméramans autour de lui Ah ouais. avec des Mhm. grosses lumières et que tout le monde était braqué sur lui alors qu'il était juste en train de marcher tout simplement. Est-ce que C'est ça décrit exactement bien un ça. peu la Ah phobie bah, sociale? totalement, totalement. Et c'est exactement ça. On a l'impression que tous les regards sont braqués sur nous. Mais ça en devient presque une obsession. Dès qu'on sort dans la rue, on a l'impression que tout le monde nous regarde, tout le monde nous juge. Et du coup, bah, en fait, on a peur de la honte, on a peur de tomber et que tout le monde rigole, on a peur de faire un geste de travers. Et du coup, on en revient même à marcher pas correctement parce qu'on essaie de contrôler un peu nos pas et finalement, ça nous rend encore plus mal à l'aise. Et de ce fait-là, on attire réellement le regard des gens en fait. Exactement, Du c'est un coup, véritable cercle vicieux. Mm. tout ce qu'on veut pas attirer, on l'a puisqu'on a un comportement assez bizarre. Oui, c'est ça, c'est Ouais. la catastrophe. Et c'est pareil pour les réunions. Quand on veut rester discret, quand j'ai fait des stages, pendant les réunions, j'essaie de me faire tout petit. Et au final, quand on est tout petit dans son coin, qu'on devient un peu tout rouge, etc., bah, c'est comme ça qu'on attire le regard des autres. Ouais, ouais, ouais.
C'est assez terrible, effectivement. Alors, tu t'en es vraiment sorti grâce à une méthode que moi, je connais bien, hein, parce que je suis thérapeute comportemental et cognitif. Tu as utilisé donc la TCC, hein, thérapie comportementale et cognitive, mais auparavant, tu n'as pas tout de suite été vers la TCC. Qu'est-ce que tu as fait comme thérapie? Alors au départ, c'est vrai que j'ai eu un parcours un petit peu atypique parce que quand je me suis rendu compte que quelque chose n'allait pas, donc je suis allé voir un psychiatre qui tout de suite m'a prescrit des médicaments. Donc j'ai pris des calmants, des antidépresseurs, des bêta-bloquants aussi pour les périodes de fortes angoisses. Et en plus de ça, donc j'avais un rendez-vous par mois avec ce psychiatre. J'allais voir une psychologue une fois par semaine pour parler un petit peu de ma vie, enfin de tout et de rien. Et puis troisièmement, j'allais aussi en hôpital de jour. Donc 2 fois par semaine, j'avais des activités en hôpital de jour. Et enfin, quatrième chose, j'avais une thérapie de groupe tous les mardis soirs pendant 1 heure et demie. Hmm. Voilà, oui. Est-ce que tu conseillerais, toi, d'aller voir le psychiatre, de prendre des médicaments en premier Alors, chef? alors, pour être honnête, les médicaments, j'essaie d'être le plus objectif possible. Les Oui. médicaments, d'un côté, les antidépresseurs m'ont un petit peu aidé pour atténuer l'anxiété de fond. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je faisais de la paralysie du sommeil. Alors, pour ceux qui connaissent pas, c'est pendant la phase d'endormissement, et ben, on est paralysé. L'esprit est conscient, mais on peut plus bouger, puis on peut avoir des hallucinations. Enfin, c'est quelque chose de pas très agréable. J'en faisais tous les soirs, et depuis que j'ai pris des antidépresseurs, quand même, j'ai eu des améliorations puisque ma paralysie du sommeil a disparu. Après, par contre, ce qu'il faut vraiment avoir conscience, c'est que les médicaments, ils cachent les symptômes, mais ça guérit pas. Les médicaments, ça fait que cacher les symptômes, ça les fait que disparaître, mais ça guérit pas en profondeur. Le jour où vous arrêtez les médicaments, et ben les symptômes y reviennent. Donc ça, c'est vraiment quelque chose. Moi, quand j'en prenais, j'étais parfaitement conscient de ça. Je les voyais comme un peu comme un outil pour m'aider au début. Et puis voilà, rien d'autre. C'est pas un traitement. Ils reviennent à l'identique du départ? Les symptômes, Les symptômes, oui, oui. tout à fait, oui, oui. Bah, en fait, un jour, j'ai arrêté les antidépresseurs. J'ai même eu des effets de sevrage, parce que c'est quand même addictif, avec des mains qui tremblaient, des envies de vomissement, des sueurs, etc. Donc, c'est là où j'ai pris conscience que c'était quand même un gros traitement assez lourd. Et aujourd'hui, je ne pense pas que j'en reprendrai. Après, je ne dis pas que c'est très dangereux pour la santé, j'en sais rien du tout. Mais de manière objective, voilà, clairement, ça m'a apporté quelques avantages. Mais après, l'effet de sevrage que j'ai eu, je me suis dit, est-ce que ça valait vraiment le coup d'en prendre? Pour moi, je ne pense pas. Donc, tu étais, si j'ai bien compris, dans un parcours de soins traditionnel, un peu en psychiatrie, où tu allais donc voir le psychiatre, la psychologue et le C'est ça. CMP, où il y avait des groupes, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Alors au départ, j'étais très content parce que enfin j'étais pris en charge. Je me Hmm. suis dit, ça y est, je suis plus tout seul, je vais pouvoir m'en sortir, etc. Et puis en fait, au fil des semaines, je me suis rendu compte que j'étais peut-être pas autant sorti d'affaires que ça finalement. Parce qu'au bout de plusieurs semaines, au bout de plusieurs mois, bah, je me suis rendu compte que j'avançais pas. Il n'y avait pas de progrès. Au contraire, mon moral, il était à zéro. J'avais le moral dans les chaussettes. Du coup, bah, j'ai commencé à faire une dépression, comme si ça suffisait pas, Hmm. parce que j'avançais pas. Et en plus de ça, bah, je dépensais des centaines, enfin, j'ai dépensé même plusieurs milliers d'euros en thérapie, parce que par exemple, la thérapie de groupe, mais ça coûtait une fortune. Ah oui, Ah oui, ça elle coûtait n'était vraiment pas prise cher. pardon, elle n'était pas prise en charge. Non, elle n'était pas prise en charge. Après, l'hôpital de jour était pris en charge. La Hmm. psychologue n'était pas prise en charge non plus. Donc 60 euros de l'heure, une fois par semaine, bah, ça commence à faire pas mal au bout d'un moment aussi. Donc voilà, il y avait des choses qui étaient prises en charge, d'autres non, mais au final, le coût était assez élevé. D'accord, donc tu te diriges vers la médecine traditionnelle, la psychiatrie. Et là, c'est un flop total. Tu en ressors encore plus dépressif, d'après ce que Oui. j'ai compris. Comment était ton expérience avec la psychologue alors? Alors avec la psychologue, j'aurais peut-être tendance à dire que c'était le moins utile. Pourtant, c'était une dame qui était très gentille, que j'adorais vraiment, on parlait très bien, etc. Mais au final, ça servait à rien. En fait, on parlait de mon enfance, on parlait des choses que je n'aimais pas, etc. Mais enfin, ça m'a avancé à rien du tout. Je dénigre pas du tout le travail des psychologues. Je sais très bien que c'est très utile dans certains cas, dans certaines situations. Mais pour moi, en tant que Quentin phobique social, ça ne m'a rien apporté du tout. Hmm. Alors, le principe qui est utilisé dans beaucoup d'hôpitaux en psychiatrie, et je sais parce que j'y ai travaillé pendant 11 ans en tant qu'infirmier, le principe, c'est la psychanalyse
La Mhm. psychanalyse, c'est-à-dire, on va faire parler le patient de son passé. On va essayer de trouver la cause du problème. Et comme par magie, en trouvant la cause, la phobie sociale va disparaître. En fait, c'est basé sur ce principe-là. Voilà, qu'est-ce que tu en penses de ça, toi? Bah, écoute, j'en pense pas grand-chose, si ce n'est que, en tout cas, ça n'a pas marché pour moi. En fait, j'ai eu deux échos. Effectivement, la psychologue essaie de me faire parler de mon enfance, de trouver les raisons, etc. Et puis, j'ai eu un psychiatre qui, lui, donc, que j'aimais bien aussi, et qui m'a dit exactement l'inverse. Et justement, ça m'a fait penser à cette phrase-là. Excusez-moi, c'est un petit peu vulgaire, mais je redis mot pour mot ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, les causes de ta phobie sociale, Quentin, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est que tu guérisses. Il m'a dit ça mot pour mot. Donc après, je ne pense pas que trouver les causes de ma phobie sociale, ça m'a guéri. Non, non, non. Je suis catégorique là-dessus. Qu'est-ce qui t'a guéri, entre guillemets? Alors, c'est plusieurs choses. Il n'y a pas une chose en particulier Oui. qui m'a guéri. C'était un ensemble de choses. Ça a été sur la durée, ça a été de la motivation, ça a été de la méthodologie, ça a été des outils aussi thérapeutiques. Enfin, voilà, il y a une multitude de choses qui ont fait qu'aujourd'hui, j'en suis libéré. Donc, ça a été une rencontre avec un psychiatre qui pratiquait la thérapie comportementale et cognitive, c'est ça? Mm, mm. Tout à Oui. fait. Oui. Tout à Un fait. autre Oui, psychiatre en dehors du système de soins ou dans le système de soins? non, c'était un autre. Alors, c'est un autre en fait que j'ai rencontré tout à fait par hasard, puisque c'était un ami de mon père que j'avais rencontré lors d'un événement familial, en fait. Et puis, ouais, ouais, c'était par hasard. Il a commencé à en parler, j'ai commencé à me renseigner. Il m'en a dit un peu plus, j'ai acheté pas mal de livres là-dessus. Et je me suis dit, allez, faut que je me lance. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'un jour, j'ai pété des plombs. J'ai appelé la psychologue, j'ai appelé le psychiatre, j'ai appelé l'hôpital de jour, les groupes, et j'ai dit, j'arrête tout. Aujourd'hui, j'arrête tout, j'en avais marre, j'en avais vraiment marre. Je plaque tout et je vais essayer de m'en sortir par moi-même. Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc au départ, j'ai essayé de gérer mon anxiété avec plusieurs techniques, que ce soit méditation, la respiration, etc. Parce que ça, pareil, j'avais appris ça durant mon ancienne thérapie, justement. On a beau se confronter à des situations qui nous font peur, si on ne sait pas comment gérer notre anxiété, bah alors là, on va partir en courant. Donc vraiment, on s'est servi comme étape de base, en fait, avant même de pouvoir guérir ma phobie sociale. Alors concrètement, qu'est-ce que tu fais avant de guérir ta phobie sociale? Tu es anxieux. Concrètement, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil? Les petits conseils là. Ouais, et Sans bah vraiment déjà, trop rentrer dans première les étape. détails, mais voilà. Oui, oui, sinon on va y passer des heures. Oui. Vraiment, non, non, ce que je conseille déjà, c'est qu'avant même que vous essayez de vaincre votre phobie sociale, et ben surtout, apprenez comment gérer votre anxiété, apprenez comment gérer votre respiration. Quand vous êtes anxieux, on s'en rend même pas compte en fait. On a la respiration qui s'accélère, le rythme cardiaque qui s'emballe. Et ben ça, essayez même ça de prendre des techniques pour les gérer. Ça passe par la respiration, ça passe par des techniques par exemple de méditation, de pleine conscience, ça passe par l'alimentation, ça passe par plein de choses. Il y a des techniques qui marchent pour certains, il y a des techniques qui marchent pas pour d'autres. C'est à vous de tester et de voir ce qui marche pour vous. Donc moi, ce que j'enseigne toujours, c'est quand les gens ont une respiration comme tu décris saccadée, hein, eh bien, Oui. le fait de respirer beaucoup plus calmement et le fait de prendre un petit peu moins d'air, hein, ça calme instantanément. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Alors oui, oui, je suis d'accord. Effectivement, il existe plusieurs techniques de respiration pour calmer un petit peu l'emballement du cœur. Oui, Moi, ce que j'utilisais qui marchait pas mal, ça s'appelle la cohérence cardiaque. d'accord. Bon, c'est la technique les plus connues et qui marchait pour moi, effectivement. Oui. Est-ce que tu veux que je la décrive, la cohérence cardiaque? Écoute, si tu veux, il n'y a pas de souci. Alors, la cohérence cardiaque, c'est-à-dire que quand, en fait, on respire trop vite, c'est la tempête dans le cerveau, les idées vont trop vite, d'accord? Et on est en fameux stress. Quand on respire trop vite, on active le nerf sympathique. C'est un nerf qui n'est pas du tout sympathique parce qu'il active en fait le cœur et il active le stress et c'est la tempête dans le cerveau. Grâce à la cohérence cardiaque, on active le nerf parasympathique. C'est un nerf qui va tout simplement calmer le cœur et calmer le cerveau. Pour pratiquer la cohérence cardiaque, alors, c'est tout simple, hein, vous pourrez trouver d'autres vidéos hein, sur ma chaîne YouTube. Il suffit de respirer 5 secondes, on compte 5, 1, 2, 3, 4, 5, on inspire. 1, 2, 3, 4, 5, on expire. 1, 2, 3, 4, 5, on inspire. 1, 2, 3, 4, 5, on expire. C'est tout simple. Tu es d'accord? Entièrement d'accord, c'est exactement comme ça que je faisais. J'aurais pas aimé expliquer.
Merci beaucoup. Quelle autre méthode tu as utilisée, toi? Alors, une fois que j'avais réussi à gérer mon anxiété, du coup, là, je suis passé dans le vif du sujet, donc c'est-à-dire pour vaincre ma phobie sociale. Donc, je me suis basé, comme je te l'ai dit tout à l'heure, sur la TCC. C'est comme ça que je me suis basé. Donc, dans un premier temps, j'ai TCC, essayé. tu peux décrire ce que c'est? Oui, pardon, et c'est la thérapie cognitive et comportementale. À D'accord. l'heure actuelle, c'est la thérapie qui a les meilleurs résultats pour vaincre la phobie sociale. Voilà. Pour l'instant, on n'a pas trouvé de meilleure méthode, donc je me suis dit, bah, hop, je vais prendre celle-là, évidemment, hein, celle qui a le plus de chances de marcher. Ouais. Ce que j'ai fait dans un premier temps, j'ai essayé de comprendre comment fonctionnait la maladie, parce que c'est vraiment quelque chose qui est hyper complexe. Elle attaque voilà, tous les systèmes cognitifs du cerveau, et vraiment, c'est une étape préliminaire hyper importante pour pouvoir comprendre comment on fonctionne, et vous allez voir que plus vous en apprenez sur la maladie, et en fait, plus vous en apprenez sur vous et sur comment vous fonctionnez. Donc, c'est super intéressant. Alors, ensuite, quelle méthode tu as utilisée? Tu parlais de la remise en question des pensées négatives Oui, ouais, c'est avant ça. l'interview. Est-ce que tu Mm, peux nous mm. décrire un petit peu ça? Ouais, tout à fait. Bah, justement, après cette étape-là de comprendre la maladie, et ben là, on passe un peu plus dans le vif du sujet, où là, j'ai essayé de recenser toutes mes pensées automatiques. Les pensées automatiques, vous savez, c'est ces petites pensées que vous avez dans la rue, quand quelqu'un vous regarde, etc., vous vous dites, ah, il pense que je suis nul, ou il pense que je suis moche, ah, je suis nul à ça. C'est toutes ces petites pensées qui viennent quand vous faites quelque chose et qui vous dénigrent. Et ben ça, ces pensées automatiques-là, il faut toutes les prendre, il faut les noter, il faut les analyser et ensuite il faut les combattre. Alors pour les combattre, c'est un peu plus complexe. Moi, j'ai utilisé un outil qui s'appelle les 5 colonnes de Beck. C'est un outil qui est un petit peu compliqué, mais que quand on le maîtrise, il a des résultats formidables. Donc c'est sur ça que je me suis basé vraiment pour contrer ces pensées négatives et toutes les croyances qui étaient ancrées dans mon cerveau, donc comme dans tout phobique social, depuis des années et des années. D'accord, donc quand tu as la pensée, je marche dans la rue, les gens me regardent parce que je suis moche, parce que je suis mal habillé, parce que je marche bizarrement, par exemple. Qu'est-ce que tu peux mettre à la place comme, qu'est-ce que tu fais avec ces colonnes, en fait? Oui, alors tout simplement, en fait, quand vous avez ces pensées-là, il faut les noter. Sur le moment même, c'est difficile de les combattre et ça va être quelque chose sur la durée. Donc vous les notez et il y a une colonne du tableau qui est fait exprès pour ça, pour recenser toutes vos pensées négatives. Et ensuite, une fois chez vous, c'est là que vous allez faire le travail préparatoire pour vos autres sorties. C'est là où vous allez essayer de combattre chaque pensée négative une par une en trouvant ce que j'appelle des pensées alternatives. Donc c'est des pensées plutôt positives et qui sont en fait la réalité. Et là, vous allez pouvoir vous poser une série de questions qui vont vous faire un cheminement jusqu'à vous faire comprendre qu'en fait, ce que vous pensez, c'est pas du tout la réalité, c'est irrationnel. Et là, vous allez essayer de placer dans votre pensée une pensée rationnelle pour que la prochaine fois que la pensée revienne, eh bien, vous ayez la pensée alternative. Et dans l'exemple que je citais, alors, qu'est-ce que tu pourrais mettre comme pensée alternative, pensée plus réaliste? Bien sûr, alors imaginez que vous marchez dans la rue et que vous avez hop, la petite pensée négative qui viennent et qui disent ah, lui, il me regarde, je suis sûr qu'il pense que je suis mal habillé. Voilà. Donc maintenant, vous rentrez chez vous, vous la notez et en pensée alternative, tout simplement, vous pouvez mettre, par exemple, peut-être qu'il me regardait juste parce qu'il me trouvait beau. Peut-être qu'il me regardait juste parce que j'avais un manteau qui lui plaisait. Peut-être qu'il me regardait juste parce qu'il avait l'impression de me connaître. Enfin, il y a une similitude, il y a une multitude pardon, de pensées alternatives à trouver et le plus souvent, quand vous allez faire ce cheminement, vous allez vous rendre compte qu'en fait, ce sont plutôt elles qui ont plus de chances de se produire que votre pensée négative. D'accord. Alors, tu me disais aussi qu'il y a eu une difficulté. La thérapie fonctionne, certes, mais ça demande des efforts. C'est pas une baguette magique, on en parlait tout à l'heure. Mm-hmm. Et quelle était ta plus grande difficulté avec cette thérapie? Oui, bah, tout simplement, comme beaucoup de gens, on veut tous sortir de la phobie sociale en quelques semaines dans l'idéal. Mais malheureusement, c'est pas forcément le cas. On ne peut pas guérir d'une maladie qu'on a depuis des années en quelques semaines. C'est impossible. Et c'est pour ça que justement le plus difficile pour vaincre la phobie sociale, vraiment, là où je me suis confronté à quelque chose de dur, c'est que faut être patient et que vous avez beau faire tout, ça sert à rien de faire tous les efforts du monde et de travailler 4 heures par jour dessus parce que vous n'allez pas avancer plus vite. Tout ce qui va permettre de guérir de la phobie sociale, le facteur principal, ça va être le temps. Et le temps, vous ne pouvez pas le gérer, vous ne pouvez pas le contrôler. Comment on garde la motivation jusqu'au bout? Bah, en fait, tout simplement, que votre objectif, c'est de vaincre votre phobie sociale et que derrière, bah, vous savez que vous allez revivre et que vous allez pouvoir vivre normalement,
Mais ça, il y a pas plus grand objectif que ça. Donc rien que ça, c'est une énorme source de motivation. Donc, en fait, tu visualisais un Quentin qui n'était plus phobique social, c'est ça? Exactement, c'est ça. Et la visualisation, c'est vraiment quelque chose de super puissant. Moi, au départ, je savais pas trop ce que c'était. Et en fait, quand j'ai appris ça et que j'ai testé, et j'ai eu des résultats fantastiques. Donc, tu fermes les yeux et t'imagines Quentin qui marche dans la rue, qui est plutôt à l'aise, qui peut parler en public. C'est ce genre de choses? C'est ça, tout à fait. D'accord. Exactement, c'est ce genre de choses. Vous pouvez le faire sans forcément fermer les yeux, en vous notant des objectifs sur le long terme où vous imaginez comment vous serez dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça peut être fait sous plein de formes différentes, en fait. Toi, donc, tu as surmonté la phobie sociale et tu avais une grande envie, ce que je peux pressentir, de partager ça avec les autres, n'est-ce pas? Donc, tu as créé une méthode. Comment t'es venu l'idée de créer cette méthode? Alors tout simplement, en fait, au départ, j'avais créé un blog qui s'appelle Blog Renaissance, où je racontais un petit peu ma vie de phobique sociale. Je donnais quelques conseils que je donnais voilà, pendant que j'essayais de m'en sortir. Et puis petit à petit, bah, je recevais plein de mails de personnes qui me disaient bah, merci Quentin pour ces conseils, on discutait, etc. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait un énorme besoin. Les gens étaient un peu laissés à eux-mêmes. Souvent, ils étaient seuls chez eux, ils n'osaient pas trop sortir. Et puis, comme on le sait beaucoup, les phobiques sociaux, en fait, il y a 50% des phobiques sociaux qui mettent plus de 10 ans avant de demander de l'aide. Et ça, enfin, ça fait peur, en fait, parce que bah, voilà, on se dit qu'il y a des milliers de personnes qui sont toutes seules chez elles et qui souffrent. Et donc voilà, c'est comme ça que je me suis dit, mais il faut que je partage mon expérience absolument. J'ai vu que les gens avaient besoin d'aide et du coup, j'ai essayé de leur apporter un petit peu, enfin, sans aucune prétention, voilà, ma maigre expérience de phobique sociale. Ah oui, j'avais pas cette donnée, ouais. Tu peux répéter 50 50% des personnes mettent plus de 10 ans avant de demander de l'aide. c'est incroyable, hein. Ah, c'est incroyable. Ah oui, oui, oui. Ouais, ouais. Mm. Alors, pourquoi ta méthode? Alors, je sais que t'aimes pas que je dise ça, mais elle est meilleure que les autres. Bah, comme je te disais, bon, j'aurais peut-être pas la prétention et de dire qu'elle est meilleure que les autres, Ouais. mais en fait, enfin, je pense que là où elle se différencie énormément, c'est que bah, elle a été faite par un ancien phobique social et que dans cette méthode-là, bah, j'ai mis tout ce que j'ai vécu. Donc, c'est-à-dire que je me suis servi de mon ancienne thérapie ratée, parce que je dis elle a été ratée, parce que voilà, elle n'a pas abouti, mais j'ai quand même appris plein de choses dedans. Je me suis servi des dizaines de livres que j'ai achetés. Je me suis servi notamment de mon expérience, et c'est ça qui fait son point fort, c'est que vous aurez beau aller voir un psychiatre ou une psychologue, bah, eux, ils n'ont jamais été phobiques sociales, donc ils n'ont pas les petites ficelles pour pouvoir vous aider à vous en sortir et vous donner les petites astuces qu'il faut au moment où elles vont bien. Qu'est-ce qu'elle contient, cette méthode? Bah, écoute, tout Brièvement. simplement, oui, très brièvement, bah, elle se Ouais. base sur la TTC. La TCC, pardon, elle comporte plus de 3 heures vidéo où je me filme voilà, face caméra maintenant, comme preuve que je suis vraiment guéri de la phobie sociale. Elle contient des PDF avec des tableaux de suivi, des tableaux d'analyse de résultats, des tableaux d'objectifs. Elle comporte même des choses imprimées à afficher sur la porte de vos toilettes. Enfin, vous allez voir, il y a plein de choses. Il y a des audios aussi qui ont été faits par des sophrologues. Voilà, elle est vraiment complète. Ouais, sur la porte des toilettes, ça doit être sympa. Au moins, on le voit tous les jours, on se Exactement. conditionne. Ouais, c'est le but. C'est sympa. Est-ce que tu pourrais nous partager vraiment une astuce avec nos auditeurs là, une astuce qui pourrait vraiment les aider tout de suite maintenant à la fin de cette vidéo là, ils peuvent l'utiliser. Alors, si je devais donner une astuce sur le long terme, Hmm. ça serait faites preuve de patience. Si déjà vous avez l'idée d'essayer de vous sortir de la phobie sociale, eh bien mettez-vous directement dans la tête que ouais, faudra être patient et que vous ne pourrez pas contrôler le temps et ça sert à rien de faire 4 heures par jour. Ça servira à rien du tout. Donc soyez patient, faites les choses progressivement. Et c'est pour ça qu'on parle d'ailleurs de thérapie progressive hein, pour vaincre la phobie sociale. C'est qu'il n'y a pas de thérapie accélérée comme tu disais, il n'y a pas de baguette magique pour guérir de la phobie sociale, malheureusement. Donc la patience. Donc le maître mot, c'est la patience. Oui, Je rajouterais moi évidemment s'engager aussi, s'engager dans un processus. Donc ça rejoint ce que tu dis, la patience. Et je dirais ne jamais lâcher, même si on a des échecs. Ça finit toujours avec un petit peu d'acharnement, hein. oui, Petit oui. à petit, moi je suis pour la méthode des petits pas, ça finit toujours par payer. Tu es d'accord avec moi? Exactement. Bah, d'ailleurs, c'est très important ce que tu dis.
Mm. Des échecs, c'est sûr que vous allez en vivre durant votre thérapie. C'est sûr et certain que vous allez essayer de vous confronter dehors. Un jour, vous n'allez pas réussir. Vous allez partir en courant, vous allez partir je ne sais pas où, en faisant une crise de panique. Ça, mettez-vous dans la tête aussi que c'est sûr et certain. Mais comme tu disais, il ne faut pas se focaliser sur les échecs, il faut se focaliser sur les réussites. Et en fait, les échecs, c'est pas vraiment des échecs, c'est des réussites. Chaque fois que vous sortez dans la rue, même si vous n'y arrivez pas, et ben, c'est un pas de plus vers votre guérison. C'est ça qu'il faut vous dire. Donc, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des petits pas. Même si on a eu peur, on commence quand même, quand on sort dans la rue, on a eu très peur, on commence quand même à déconnecter en fait l'amygdale, hein, qui est le siège des émotions, qui envoie de la peur au cerveau. On commence déjà à déconnecter en fait la peur. On commence à débrancher l'alarme qui en fait est là en permanence. Donc même les échecs, même quand on a eu très peur, sont en fait des petites réussites. Ça, c'est important. Pour finir cette vidéo, est-ce que tu pourrais nous citer vraiment trois livres qui t'ont aidé à aller mieux? Bien sûr, alors du coup, je les ai juste là. Le premier, il s'appelle Les crises d'angoisse et de panique, c'est fini, de Christophe Tessier. C'est un très bon livre que j'ai aimé. Alors, des livres sur les crises d'angoisse, il y en a des dizaines. Alors, pourquoi j'ai aimé celui-là et pas un autre? Parce qu'il donne quand même de très bons conseils pratiques. Dans énormément de livres que j'ai achetés, ils sont très forts pour décrire ce qu'on le ressent, les symptômes, etc. Mais au final, en conseils pratiques, eh ben, il n'y a pas grand-chose. Et ce livre-là, c'est vraiment un livre où il y a des conseils pratiques si vous voulez vaincre vos crises d'angoisse. Et là, on revient à la première étape que je vous disais tout à l'heure, gérer votre anxiété avant même de pouvoir vaincre votre phobie sociale. Le deuxième livre, Deuxième livre. Alors là, c'est un livre qui est un peu plus élevé, donc c'est comprendre l'anxiété sociale donc avec les nouvelles méthodes en TCC. Donc ça, c'est Vincent Tribou qui l'a écrit, donc c'est quand même une référence en la matière. Alors par contre, c'est un livre qui est beaucoup plus technique. Là, c'est vraiment un livre qui est destiné justement aux thérapeutes, aux psychiatres, aux psychologues. C'est un petit peu technique, il y a des mots que moi, parfois, je ne comprenais pas, mais ça m'a aidé à comprendre le fonctionnement de la maladie. Ça a été très intéressant pour ça, pour comprendre un peu les ficelles de la maladie et comment elle fonctionnait. et le troisième livre pour finir. Et le troisième livre, alors je ne pouvais pas m'empêcher de prendre celui-là, c'est le mien, c'est le guide de survie de la phobie sociale que j'ai publié aux éditions Vie, c'est tout récent, hein, il y a quelques mois. Donc voilà, c'est le guide de survie de la phobie sociale qui raconte l'histoire d'Arthur. C'est un jeune phobique social parisien. Voilà, et on le suit au travers de ses aventures, au travail, chez lui. Il va rencontrer une fille qui va l'aider à s'en sortir. Enfin voilà, il donne plein de petites astuces pour aider à vaincre la phobie sociale dans votre vie de tous les jours. D'accord, et je rajouterais, puisque vous êtes encore là, vous avez regardé toute la vidéo, il y a une petite surprise pour vous, c'est-à-dire que ce livre, vous pourrez l'avoir gratuitement, alors pas sous forme papier, mais sous forme numérique, parce que je vais mettre un lien sous la vidéo et vous pourrez accéder à ce livre gratuitement en rentrant votre adresse email. Voilà. Si tu avais donc, Quentin, une citation qui t'inspire, ce Mhm. serait laquelle? Alors, une citation qui m'inspirerait, je pensais à celle de Sénèque. C'est Ce ne pas sont pas grave. parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas les faire, mais c'est parce que nous n'osons pas les faire qu'elles sont difficiles. Et ça, vraiment, je trouve que ça reflète exactement la phobie sociale. C'est-à-dire que quand vous trouvez quelque chose est difficile, que vous angoissez trop, ben, vous n'y allez pas. Et plus vous n'y allez pas, et plus vous trouvez que la chose est difficile, et plus vous allez l'éviter. Ça, c'est le fonctionnement de base de la phobie sociale. D'accord, eh bien merci Quentin. Alors je rappelle que vous pouvez donc télécharger ce livre sous la vidéo. Vous aurez aussi accès au blog de Quentin qui s'appelle Renaissance, c'est ça? C'est ça. Ouais. Où vous aurez d'autres conseils. Qu'est-ce qu'on peut trouver sur ton blog? Eh ben, écoute, il y a toute une série d'articles sur la phobie sociale où je raconte mon expérience, je donne des astuces, comment travailler correctement dans une entreprise avec la phobie sociale, quels médicaments prendre. Enfin voilà, je parle de toute mon expérience que j'ai vécue au fil des années en étant phobique sociale. Je donne des conseils et je prends vraiment du temps à écrire ces articles. Normalement, ils sont de qualité, donc n'hésitez pas à les jeter un coup d'œil. Ouais. Super, eh bien merci Quentin. Je suis sûr que cette vidéo, beaucoup de phobiques sociaux sont retrouvés dans cette vidéo. Et puis, je J'espère. suis sûr qu'ils ont déjà, ils peuvent repartir avec quelques petites astuces et au moins une ligne de direction pour améliorer leur phobie sociale. Au revoir, Quentin. Eh ben, écoute, Emmanuel, merci beaucoup de ton interview et puis bah, je te dis à bientôt. Ouais. À bientôt. À bientôt, Emmanuel. Ciao.